Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à la distinction entre le droit et la morale. Un thème important de la matière Introduction au droit, étudié en première année de droit. Dans cette vidéo, on va donc commencer par donner une définition du droit et une définition de la morale. Ensuite, on expliquera plus en détail cette distinction entre le droit et la morale. On verra qu'il y a différents critères qui permettent de distinguer le droit et la morale. Ensuite, on verra que cette distinction entre droit et morale se confirme par le fait que le droit est en principe indifférent à l'égard de la morale. Et puis enfin, on nuancera légèrement cette distinction entre le droit et la morale en disant que la morale a tout de même une certaine influence sur le droit. Juste avant qu'on commence, je vous informe du fait que je propose un pack de fiches de révision en introduction au droit, qui est un pack qui comprend 20 fiches de révision, qui sont claires, qui sont synthétiques, et qui résument parfaitement la matière introduction au droit. Donc, si vous voulez réviser efficacement l'introduction au droit, et si vous voulez mieux comprendre cette matière, ce pack de 20 fiches va énormément vous aider, et si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Maintenant que ceci est dit, c'est parti, on peut commencer la vidéo. Et on commence donc avec la définition du droit et de la morale. D'abord, qu'est-ce que le droit? Le droit, c'est, selon la définition du vocabulaire juridique de Gérard Cornu, le droit, c'est l'ensemble des règles de conduite socialement édictées et sanctionnées qui s'imposent aux membres de la société. Et la morale, en revanche, c'est l'ensemble des règles de conduite en société qui sont considérées comme bonnes. Donc on voit que aussi bien le droit que la morale, ce sont des règles de conduite. Mais si ces deux notions, elles se recoupent en partie, elles doivent cependant être distinguées, et c'est ce qu'on va voir maintenant. En quoi le droit et la morale se distinguent? Il y a différents critères qui permettent de distinguer le droit et la morale. Le premier critère, c'est la source de la règle. Le droit et la morale ont des sources différentes, puisqu'effectivement, la règle morale, elle vient de la conscience de l'individu. Sa source est interne à l'individu. Et à l'inverse, la règle de droit, elle est édictée par les autorités publiques. La loi est créée par le Parlement, les règlements sont créés par le gouvernement, etc., etc. Mais donc, la source du droit est externe à l'individu. Donc, premier critère de distinction, la source de la règle. Pour la morale, source interne à l'individu. Pour le droit, source externe à l'individu. Ensuite, deuxième critère de distinction, c'est la finalité de la règle. Le droit et la morale se distinguent par leur finalité respective. Puisque la morale vise le perfectionnement intérieur de l'homme, elle est destinée à améliorer l'individu, donc sa finalité est individuelle, alors que le droit, il a pour but la paix dans la société, le maintien de l'ordre social. Et donc, sa finalité est sociale et non individuelle. Donc ça, c'est le deuxième critère de distinction, la finalité de la règle. Et puis, très important, troisième critère de distinction, c'est la sanction de la règle. La règle de droit et la règle morale font l'objet de sanctions différentes. Puisqu'effectivement, qu'est-ce qui se passe en cas de violation d'une règle morale? Eh bien, en cas de violation d'une règle morale, la personne éprouvera simplement des remords, des regrets. C'est-à-dire, concrètement, les reproches de sa propre conscience. Et il s'agit de sanctions purement internes à l'individu. En revanche, la violation d'une règle de droit entraîne une sanction étatique, entraîne une sanction mise en œuvre par l'État, une sanction déterminée et infligée par l'autorité publique. Et cette sanction est également garantie par la force publique, puisque l'État peut recourir à la contrainte pour infliger la sanction à la personne qui a violé la règle de droit.
Donc, vous voyez bien que la règle de droit et la règle morale font l'objet de sanctions différentes. Dans le cas de la règle morale, ce sont des sanctions qui sont simplement internes à l'individu, alors que dans le cas de la violation d'une règle de droit, il y a une sanction mise en œuvre par l'État, il y a une sanction mise en œuvre par l'autorité publique. Ensuite, maintenant, on va voir que la distinction entre le droit et la morale, elle se confirme par l'indifférence du droit à l'égard de la morale dans un certain nombre de domaines. Le droit est indifférent à la morale dans certains domaines. Par exemple, en droit des contrats. Le droit des contrats, il est en principe indifférent au déséquilibre entre les obligations du contrat. Puisqu'en effet, l'article 1168 du Code civil dispose que le défaut d'équivalence des prestations, donc concrètement le déséquilibre entre les obligations du contrat, n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie par exemple que, admettons qu'on a une personne qui achète un tableau pour un prix de 10 000 euros, alors que la valeur de ce tableau était en réalité de 5 000 euros. Donc là, il y a un défaut d'équivalence des prestations, puisque la personne paye 10 000 euros pour recevoir une chose qui n'en vaut que 5 000. Donc il y a un déséquilibre entre les obligations du contrat. Mais pour autant, la personne qui a acheté le tableau au prix de 10 000 euros, dans un tel cas, ne pourrait pas demander la nullité du contrat. D'accord ? Malgré le déséquilibre entre les obligations du contrat, malgré le défaut d'équivalence des prestations, elle ne pourrait pas demander la nullité du contrat. Pourtant, le fait que les prestations soient déséquilibrées, on pourrait se dire que c'est en quelque sorte immoral, puisque la personne paye le tableau beaucoup plus cher que sa valeur réelle. Mais, comme je vous l'ai dit, le droit des contrats est indifférent au déséquilibre contractuel, est indifférent au déséquilibre entre les obligations du contrat. On considère que la personne aurait dû peut-être mieux négocier, mais donc on considère que le fait qu'elle ait payé le tableau plus cher que sa valeur réelle, elle est en quelque sorte responsable de cela. Et donc, elle ne pourrait pas demander la nullité du contrat, même si cela peut sembler quelque peu immoral. Et puis, par ailleurs, il faut dire aussi que l'application d'une règle de droit peut donner lieu à une situation immorale. Il y a un bon exemple, c'est la prescription de l'action publique. L'action publique, c'est quoi ? C'est tout simplement l'action en justice exercée contre l'auteur d'une infraction afin de lui appliquer une peine. Et le droit considère que lorsqu'un certain délai s'est écoulé depuis la commission d'une infraction pénale sans que l'action publique n'ait été exercée, cette action publique s'éteint et il n'est plus possible de l'exercer, ce qui empêche toute poursuite. Ça, c'est ce qu'on appelle la prescription de l'action publique. Et donc, vous voyez bien que cette prescription de l'action publique, au final, elle fait perdre son caractère juridiquement répréhensible à un acte qui, moralement, reste toujours condamnable. Par exemple, prenons l'exemple d'une personne qui a commis un viol. L'action publique n'est pas exercée à l'encontre de cette personne pendant un délai supérieur à 20 ans. Il faut savoir que, en matière de crime, le délai de prescription de l'action publique, il est en principe de 20 ans. C'est-à-dire que, après un délai de 20 ans, il n'est plus possible d'exercer l'action publique. Donc, dans le cas d'un viol, qui est donc un crime, si l'action publique n'est pas exercée dans un délai de 20 ans, alors il ne sera plus possible de l'exercer. Et donc, si on prend l'exemple d'une personne qui a commis un viol et pour laquelle l'action publique n'est pas exercée pendant un délai de 20 ans, après ce délai de 20 ans, il ne sera plus possible d'exercer l'action publique à l'encontre de cette personne qui a commis un viol. Et donc, la prescription de l'action publique va faire perdre
son caractère juridiquement répréhensible à cet acte de viol, mais pour autant, on ne peut pas oublier que la personne a bien commis un viol. Oui, c'était il y a 20 ans, mais elle a bien commis un viol, elle a bien commis un acte qui reste toujours condamnable d'un point de vue moral. D'accord ? Donc on a un acte condamnable moralement, mais qui ne sera plus condamnable juridiquement. Et donc, ça c'est un bon exemple pour dire que l'application d'une règle de droit, donc en l'espèce la prescription, ça peut donner lieu à une situation immorale, puisque la personne qui aura commis un viol, finalement, ne sera pas condamnée pénalement, ne sera pas punie pour le crime qu'elle a commis. Donc, on voit bien que le droit est en principe indifférent à l'égard de la morale. En revanche, il faut nuancer ça quelque peu, puisque l'opposition entre le droit et la morale n'empêche pas la morale d'exercer une certaine influence sur le droit. On le voit à différents égards. On le voit d'abord par le fait qu'il y a certaines règles morales qui sont consacrées dans le droit. Il y a même de nombreuses règles morales qui ont été consacrées dans le droit et qui s'expriment sous la forme d'obligations juridiques. Et la règle de droit n'est alors que la traduction de commandements moraux. On peut citer comme exemple l'interdiction de tuer. L'interdiction de tuer, c'est bien évidemment à la base une règle morale. Il est moral de ne tuer personne, bien évidemment. Mais donc, cette règle morale, elle est consacrée dans le droit, elle est consacrée en l'occurrence à l'article 221-1 du Code pénal, qui réprime le meurtre. Également, autre règle morale qui a été consacrée dans le droit, c'est l'interdiction de voler, qui est consacrée à l'article 311-3 du Code pénal, qui sanctionne le vol, tout simplement. On a aussi, par exemple, l'interdiction de la polygamie, qui là encore est une règle morale qui est consacrée dans le droit, puisqu'on la retrouve à l'article 147 du Code civil et à l'article 433-20 du Code pénal. Et puis aussi, ce qu'il faut dire, c'est que, d'une certaine manière, la morale est tout de même prise en compte par le droit. Et on peut retrouver dans le droit des notions qui sont proches de la notion de morale. Par exemple, on a l'article 6 du Code civil qui dispose qu'on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. Donc cet article 6 du Code civil, il impose la conformité des contrats, puisqu'une convention c'est un contrat, il impose la conformité des contrats aux bonnes mœurs. Et en imposant la conformité des contrats aux bonnes mœurs, à cette notion de bonnes mœurs, cet article 6 du Code civil, concrètement, il empêche de porter atteinte aux règles morales les plus élémentaires. Puisque cette notion de bonnes mœurs, elle se rapproche quand même quelque peu de la notion de morale. Autre exemple, ça va être l'article 1104 du Code civil qui nous dit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Or, la bonne foi en droit des contrats, elle impose au contractant d'adopter un comportement loyal et coopératif et de ne pas nuire à son co-contractant. Il s'agit donc d'une notion morale, finalement, d'une notion qui permet de moraliser la formation et l'exécution des contrats. Et par ailleurs, cette notion de bonne foi, elle joue un rôle important dans d'autres branches du droit, comme par exemple le droit des biens et le droit des affaires. Mais donc, vous voyez bien que dans le droit, on va retrouver finalement des notions qui se rapprochent de la morale. Et par exemple, ces notions de bonne mœurs et de bonne foi. Et donc, on voit que même si la distinction entre droit et morale est évidemment très marquée, il faut vraiment bien distinguer ces deux notions, on peut légèrement nuancer cette distinction en disant que la morale exerce tout de même une influence sur le droit. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le droit et la morale. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.